Dans quelles circonstances on va procéder à des tests de provocation orale? Principalement, il y a deux situations. Il y a la situation d'un enfant pour lequel on n'est pas sûr s'il est allergique, soit parce que les tests cutanés sont faibles, il y a eu des réactions cliniques douteuses, puis les tests qu'on a fait cutanés sanguins sont faibles ou douteux. Le test va être très intéressant pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Il est-tu, il l'est pas, puis s'il l'est pas, ben parfait, on l'introduit puis on arrête d'éviter cet aliment-là. L'autre situation va procéder à des tests de provocation alimentaire, c'est chez des gens qui sont connus allergiques et là qu'on croit qu'ils sont plus. Comment on peut croire qu'ils sont plus? Principalement avec le suivi, avec les tests cutanés et sanguins, parce que chez certains enfants, on va voir les tests cutanés diminuer avec le temps, comme les tests sanguins. Dans ces situations-là, on va se demander, ben, la personne est-elle encore allergique? Et la façon de répondre à la question va être en faisant un test de provocation alimentaire. C'est un test qui est de plus en plus intéressant parce que quand on fait de l'immunothérapie orale, entre autres, les gens vont manger leur aliment régulièrement et souvent vont rester avec des tests cutanés et sanguins positifs, mais qu'on va voir diminuer avec le temps. Et les tests de provocation alimentaire chez ces personnes-là vont nous permettre justement de cibler leur niveau de tolérance, leur seuil de réaction. Parce que si on fait manger 50 arachides à un enfant qui a fait de l'immunothérapie puis qui réagit pas, on sait qu'on est quand même, on a une très grosse marge de sécurité puis qu'on va pouvoir respirer, être confortable quand on va aller au resto ou en voyage. Si notre médecin ou notre allergologue nous suggère de procéder à un test de provocation orale, habituellement, c'est qu'il y a très confiance que la personne soit plus allergique. Il n'y a pas d'intérêt de proposer un test de provocation à un enfant qu'on sait par expérience et avec l'interprétation des tests que son risque est très élevé. Donc, on ne le proposera pas. Il peut y avoir des situations où une personne veut savoir si elle est vraiment allergique. Soit parce qu'il y a eu un contact accidentel, j'ai déjà vu ça entre autres, quelqu'un qui avait mangé par accident une O. Henry, il a pris une bouchée, il y avait une arachide dedans, puis il pense qu'il est plus allergique. Dans ces situations-là, quand on fait les tests et qu'on voit qu'effectivement, il semble être encore allergique, mais que la personne, elle, croit qu'elle l'est plus, ben, je pense que ça vaut la peine de faire un test de provocation en milieu hospitalier. La personne va savoir qu'il y a des risques, mais peut-être mieux de faire son test de provocation avec les gens qui peuvent superviser en cas de réaction que de faire ça tout seul chez elle. Donc, c'est des situations, des fois, qu'on voit plus dans une tranche d'âge qui est autour de l'adolescence. Il y a une troisième situation où on peut avoir à faire des tests de provocation alimentaire, c'est dans les cadres de recherche. Alors, dans les cadres de recherche, souvent, on va vouloir savoir, confirmer avant d'entrer dans un protocole de recherche si la personne est allergique et aussi connaître son seuil de réaction. Donc, c'est des circonstances particulières qui vont se faire sous très haute surveillance, en milieu hospitalier avec tout le matériel. Parce qu'évidemment, dans ces situations-là, souvent, c'est des gens qu'on sait être allergiques à l'aliment qui va être évalué et donc, on a beaucoup plus de risques de réaction sévère. Donc, ça se fait uniquement dans un contexte recherche et les gens doivent d'ailleurs être très informés et signer un consentement et discuter avant de tous les risques avec le médecin qui fait le protocole de recherche pour faire une décision qui est éclairée pour eux et qui savent dans quoi ils s'exposent à ce moment-là dans ce type de réaction.